Yo, salut à tous, comment ça va? Donc aujourd'hui c'est le Dinomitsu numéro 2, le fameux format où je réponds à vos questions. Sauf que comme vous pouvez le constater, bah voilà, il fait tellement beau ici à Tokyo que j'avais pas envie de tourner ça dans mon studio. Je préfère partager un beau temps pareil avec vous. Ensuite, il y a peut-être des gens qui le savent, mais j'adore le café, j'en bois limite plus que de l'eau. Du coup aujourd'hui je me suis dit ça pourrait être intéressant d'aller dans quelques petits cafés assez sympas tout en répondant à vos questions. Donc là en ce moment on est à Futako Tamagawa. Futako Tamagawa, il y a peut-être des gens qui connaissent, c'est le dernier endroit où on était arrivé quand on avait fait la grosse randonnée dans tout Tokyo avec Tev. Pour ceux qui ne se souviennent pas de la vidéo, elle est juste là. On va pas perdre plus de temps, on va se rendre dans le premier café et répondre à vos questions. C'est parti. Donc voilà, on est dans le premier café, ça s'appelle 365 et c'est un café qui fait vraiment du bon pain en plus d'un bon café. Donc moi je me suis pris un scone au chocolat et un café tout simple. Oh putain. Vous voyez la différence entre le café que vous faites chez vous et le café professionnel, ça n'a rien à voir. Avant de commencer à répondre à vos questions, je vais manger le scone aussi. Craquant, fondant à l'intérieur, le chocolat déchire. Très bon scone, je suis content de mon achat. Du coup, on est parti, première question. On a Eikitini-san qui nous dit « Conseilles-tu de tout de même voyager dans d'autres pays? Pour ma part, je n'arrive pas à me convaincre de partir ailleurs qu'au Japon à chaque fois. » Alors oui, bien sûr, moi le conseil que je peux te donner, c'est vraiment essaye de voyager un maximum. Essaye de t'ouvrir à d'autres cultures. Parce que là, forcément, t'as que le Japon, t'es à fond dans le Japon. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres cultures autour de ça qui peuvent t'intéresser tout autant. Donc un conseil que je peux te donner quand tu pars voyager, essaye de faire peut-être moite-moite. Par exemple, si tu prends 2 semaines de vacances, peut-être faire 1 semaine au Japon et tu t'autorises 1 semaine pour voyager dans d'autres pays, peut-être autour d'ailleurs. Tu peux commencer par la Corée, la Chine, tous les pays asiatiques qu'il y a autour. Je suis persuadé que les cultures étant quand même assez proches, ça peut beaucoup t'intéresser. Essaye un petit peu de t'ouvrir, essaye un petit peu de sortir de ta zone de confort quelque part. Je suis sûr que ça va t'ouvrir les yeux et que tu vas découvrir d'autres univers que tu vas kiffer tout autant que le Japon. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, voyage un maximum. Donc la deuxième question nous vient de Valoche qui nous dit « Salut, félicitations pour ton parcours, merci beaucoup. Est-ce que tu as changé de style vestimentaire quand tu es arrivé au Japon ?» La question est assez originale. C'est vrai que c'est assez original. J'ai pas vraiment changé de style vestimentaire parce que je suis venu au Japon. J'ai juste changé de style vestimentaire parce que j'ai toujours adoré ça. C'est-à-dire quand j'étais jeune, j'ai toujours testé plein de styles, que ce soit dans les styles rock, dans les styles un petit peu plus surfer. J'ai eu des styles un petit peu plus visual kei aussi, des styles emo. Quand je suis arrivé au Japon, j'ai juste eu une vague où j'avais envie d'être un petit peu plus punk quelque part. Et ouais, j'ai beaucoup changé de style vestimentaire dans ma vie, en restant quand même très axé autour du rock. Mais c'est pas ma venue au Japon qui m'a fait changer de style vestimentaire. Même si au Japon, on se sent moins jugé quand on a un certain style vestimentaire, c'est vrai, tu peux t'habiller comme tu veux, t'auras pas vraiment de jugement, ou dans tous les cas, tu ne seras pas confronté à ces jugements. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont pas apprécier comment tu t'habilles, mais contrairement à certains pays comme parfois la France, bah les gens ils vont pas t'insulter juste parce que tu t'habilles d'une manière qui ne leur plaît pas quelque part. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai changé plein de fois de style vestimentaire, mais ça n'a jamais été à cause de ma venue au Japon. Donc prochaine question, elle nous vient de Spencer qui nous dit « Salut Mitsugi, j'ai découvert ta chaîne grâce à Tev et j'en suis très content, merci beaucoup. Je suis belge et le PVT, c'est pas une option pour nous les Belges. Que conseillerais-tu pour partir au Japon pendant une longue période ?» Alors comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, alors je m'étais planté effectivement, hein, j'avais pas fait attention que le PVT n'était pas accessible pour les Suisses et les Belges. Et du coup vous avez quelque chose que nous on n'a pas français, c'est que vous avez 6 mois de touristes, alors que nous on en a que 3. Donc ça pourrait être intéressant je pense pour toi que tu commences par faire un long voyage au Japon en tant que touriste. Il va falloir mettre un peu d'argent de côté parce que tu pourras pas travailler en y allant. Et du coup essaye de prendre entre 3 et 6 mois de visa touriste. Essayer de voyager un petit peu dans le Japon, essayer de trouver ta place quelque part. Essayer de voir si le pays plaît ou non, parce qu'il y a des gens ça peut pas forcément leur plaire en fait le Japon. Ils peuvent aimer toute la culture japonaise, mais ne pas aimer le fait de vivre au Japon. Donc je pense faire un test avant de venir, ça peut être intéressant. Et encore une fois, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo d'Inomitsu, ce sera intéressant que pendant ton voyage, tu commences à chercher un petit peu le style de travail que tu aimerais faire ici pour pouvoir vivre au Japon. Donc conseil que je te donne encore une fois, essaie de venir faire un long voyage, mets un petit peu d'argent de côté avant, parce que voilà, comme je dis, tu pourras pas travailler et mine de rien, surtout si tu restes à Tokyo, ça coûte un petit peu d'oseille. Et voilà, essaye de, pendant ton voyage, d'utiliser un petit peu de ton temps pour trouver le style de boulot que tu kifferais faire ici. Voilà. Prochaine question qui nous vient de Armeru. Au fait Mitsu, j'ai remarqué ton cadenas autour du cou et je me demande si c'est celui de Ren dans Nana. Alors je suppose que c'est celui-ci. Alors j'y ai répondu 10 000 fois à cette question. Alors effectivement, c'est le collier de Ren dans Nana, mais avant ça, c'est le collier de Sid Vicious, qui était le bassiste de Sex Pistols, qui est un des groupes qui a un peu fondé le punk. Et du coup voilà, ce collier pour moi, ça me remémore surtout le collier de Sid Vicious, mais
je suis un gros fan de Nana quand même, et du coup effectivement oui, c'est aussi un petit peu l'anecdote du collier de reine dans Nana. D'ailleurs il faut savoir que oui, c'est un vrai cadenas et il faut vraiment une clé pour l'ouvrir. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui c'est Nana, mais c'est avant tout les Sex Pistols. Prochaine question qui nous vient de Charline Carlo. Coucou, merci pour cette vidéo, j'adore ce concept. Écoutez, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, dites-moi si le fait comme ça de changer un petit peu le concept en voyageant de temps en temps, ou j'hésitais même à amener des guests de temps en temps sur ce format. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez le format dans le studio, le format que j'ai fait dans la première vidéo. Je me demandais, as-tu toujours vécu à Tokyo? N'as-tu jamais voulu vivre dans une autre ville au Japon? Alors oui, j'ai toujours vécu à Tokyo depuis le début. Je suis parti juste un mois dans le Kansai, donc vers Kyoto au tout début vraiment en arrivant, parce que je suis arrivé le jour du tremblement de terre, et avec le tremblement de terre, il y avait tous les problèmes de nucléaire. Et comme ma mère s'inquiétait beaucoup en fait du nucléaire, j'ai dit bah je vais partir un petit peu dans le sud pendant un mois à peu près, le temps que ça se calme, pour que ma mère ne s'inquiète pas tout simplement. Mais sinon oui, j'ai toujours vécu à Tokyo. Et est-ce que j'ai jamais eu envie de vivre autre part? Je t'avoue que non, parce que finalement j'ai toujours fait passer le travail avant tout, et mon travail nécessite que je sois à Tokyo pour faire des boulots, les boulots de modèle ou même les boulots dans la musique, etc. Bah c'est à Tokyo qu'on les trouve ces boulots là, on va pas se mentir, hein. J'aimerais bien partir dans la pampa, j'adore la pampa, et c'est pas dans la pampa que je vais trouver le travail que je fais aujourd'hui. Moi ce que j'aimerais bien, c'est un jour peut-être m'acheter une petite maison quelque part dans la pampa pour pouvoir peut-être passer les vacances là-bas, etc. Ça pourrait être cool, mais ma vie de tous les jours, je pense que je vais rester à Tokyo. Du coup, prochaine question qui nous vient de Stéphane Coupez. Ce format de FAQ est très bien, j'aurais une question à laquelle j'aimerais bien une réponse s'il te plaît. Je suis là pour ça. Quelle est la chose la plus dingue que tu aimerais faire au Japon? Merci beaucoup et bonne continuation. La chose la plus dingue que j'aimerais faire, ça c'est compliqué parce que, sans vouloir me brosser, hein, tout ce que je fais tous les jours en fait c'est déjà une dinguerie. Mon travail, le fait d'être sur des plateaux de tournage tout le temps, le fait de faire des pubs, le fait de faire des reportages pour la télévision, le fait d'aller dans des endroits magnifiques, déjà tout ça c'est tellement une dinguerie en fait. Moi je surkiffe ma vie ici à Tokyo et je sais pas en fait qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus vraiment. Là je pense que tout simplement un truc que je kifferais faire en fait c'est découvrir de plus en plus d'endroits que je ne connais pas au Japon, d'aller dans plein d'endroits qui sont magnifiques, qui sont peut-être méconnus et peut-être vous faire découvrir ça en vidéo en fait. Je vois pas quelque chose de plus gros que ça parce que c'est déjà tellement une satisfaction pour moi tout ce que la vie me permet de faire maintenant. C'est peut-être pas le genre de réponse que tu attendais, mais ouais, mais c'est la vérité, hein, je vais pas vous mentir. Donc encore une fois pour répondre à ta question, là pour l'instant ma vie c'est déjà une dinguerie. Tout ce que je kifferais en fait c'est de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, tout simplement. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va partir dans le prochain café, j'ai trouvé un endroit qui a l'air plutôt cool, donc on perd pas plus de temps. Voilà, donc on est bien arrivé dans le deuxième café, c'est un café qui s'appelle Lisette, qui est situé pareil un peu dans le centre de Futako Tamagawa. Donc moi, j'ai voici mon café. Ah, très bon café aussi. Café noir, pur, délicieux. What else? Et donc on va continuer de répondre à vos questions. Du coup, première question qui nous vient de VC Maed. Je suis désolé, j'arrive pas à lire ton nom. La qualité de ta chaîne est super, continue comme ça. Merci beaucoup. Sinon, je me demandais comment et quand as-tu appris à parler japonais et combien de temps ça t'a pris pour devenir vraiment bilingue en japonais. Alors, comment j'ai appris le japonais? J'ai appris le japonais tout seul et en parlant à des japonais en fait. C'est logique. Donc vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des japonais autour de moi quand j'étais en France. Ce qui fait que, à force de parler le japonais, forcément, je l'ai retenu, je l'ai appris. Depuis combien de temps je parle japonais? C'est compliqué. Je t'avoue que ça fait vraiment longtemps. Je parlais déjà japonais avant de venir en France. Je saurais pas dire exactement le nombre d'années, mais ça fait assez longtemps. Combien de temps ça prend pour devenir bilingue? Ça va dépendre toi de ton apprentissage, ça va dépendre aussi de si t'apprends vite, si t'apprends pas vite, ça va dépendre aussi de ce que j'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, ce qu'on appelle le kankyo, c'est est-ce que tu es dans un environnement qui facilite l'apprentissage du japonais. Voilà, c'est plein de petits critères comme ça qui vont faire que tu vas apprendre plus ou moins vite le japonais. Essaye d'écouter du japonais tous les jours, essaye de pratiquer ton japonais tous les jours et tu vas voir que ton niveau va évoluer exponentiellement. Donc voilà. Du coup, prochaine question, elle nous vient de Le Japon Autrement, qui nous dit: est-ce que tu montes tes vidéos seul? Oui, je fais tout seul. Faut savoir que ça fait déjà, comme je l'avais dit, des années que je fais de la vidéo. Excusez-moi, je bois mon café. Pour ce qui est de YouTube, j'ai vraiment appris le format YouTube sur le tas en faisant les vidéos de Louis. Donc j'ai commencé à faire les vidéos de Louis, j'ai commencé à faire des vidéos avec Louis l'année dernière. Et j'avais pas forcément les codes YouTube parce que c'est pas le style de vidéo que moi je montais habituellement. Mais en faisant ces vidéos, du coup, je me suis un petit peu habitué à ce format-là. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir, dès le départ, en lançant ma chaîne, avoir ce format YouTube que vous connaissez et que vous avez l'air d'apprécier. Donc voilà, je remercie Louis pour ça. Et sinon, pour répondre à ta question, oui, je monte mes vidéos tout seul. Donc du coup la prochaine question nous vient de Christian qui nous dit: format génial, on y apprend vraiment plein de choses, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Vas-tu nous faire une vidéo sur le monde de la télé japonaise? Continue comme ça. Oui, ça c'est prévu complètement. C'est mon travail à temps plein ici au Japon, donc bien sûr que j'aimerais vous faire découvrir ça. Comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est pas forcément facile parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Par exemple, qu'on fait un tournage pour une publicité.
le camion. Quand on fait un tournage pour une publicité par exemple, on n'a pas le droit de prendre de photos ou de vidéos du tournage en question parce que sinon en fait on dévoile le produit avant même qu'il soit annoncé. Ça on n'a pas le droit de le faire. Voilà, ce genre de reportage ça va être un petit peu compliqué à faire, mais par contre parfois sur certains dramas etc, si je sors la vidéo a posteriori ça peut fonctionner. Donc je vais essayer oui effectivement de vous faire un petit reportage dans le monde de la télévision japonaise, vraiment en inside, pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. C'est vraiment une vidéo que moi j'ai beaucoup envie de faire. Je sais pas quand je vais pouvoir, comme je vous ai dit, ça va dépendre vraiment de la possibilité qu'on me donne ou non, mais dans tous les cas je l'ai dans la tête, vous en faites pas, ça arrivera un jour. Du coup, la prochaine question nous vient de Margot qui nous dit quel est ton plus grand rêve à l'heure d'aujourd'hui, professionnellement ou personnellement? Tenter de conquérir le monde. Alors c'est compliqué, ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est que je fais tellement des trucs de ouf ici à Tokyo dans ma vie de tous les jours que c'est dur en fait de dire qu'est-ce que je voudrais de plus, parce que c'est vraiment déjà dingue ce que je fais. Mais il faut toujours avoir des rêves, et s'il y a bien une chose que moi j'ai vraiment envie de faire, et ça fait vraiment des années que ça me trotte un peu en tête, j'ai envie d'ouvrir ma propre société de création audiovisuelle. C'est-à-dire que voilà, moi je fais de la musique, je fais de la vidéo, et j'ai vraiment envie de créer une société où je pourrais vraiment à un niveau professionnel engager des équipes et faire des gros tournages en fait, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans les clips musicaux. C'est un des gros projets de vie que j'ai, et personnellement juste continuer à faire ce que je kiffe tout simplement en fait. Voilà, donc moi tant que je peux faire un travail qui me plaît, personnellement je suis heureux, donc c'est tout ce que je souhaite. Voilà. Ensuite une question de José qui nous dit: je n'ai pas compris une chose, tu es arrivé en PVT au début, cela fait 10 ans que tu vis là-bas, c'est quoi ton statut aujourd'hui? Alors mon statut actuel, j'ai ce qu'on appelle un visa, donc le visa qui me permet de rester au Japon, et c'est un visa entertainment, c'est le visa que je vous ai présenté dans la première vidéo de la chaîne, et donc ce visa là me permet de travailler dans tous les domaines entertainment au Japon, travailler pour la télévision, travailler en tant que modèle, donc tout ce qui est entertainment j'ai le droit de travailler là-dedans, et donc c'est un visa que je renouvelle actuellement tous les ans. Donc moi j'ai un contrat avec une agence entertainment, et c'est cette agence là en fait qui me sponsorise mon visa, et donc là il me reste encore 2 ans pour que je puisse faire ma demande de visa permanent, parce que pour avoir le visa permanent en fait il faut avoir 10 ans consécutifs au Japon, mais il faut savoir que moi en fait j'ai eu un petit problème de visa au bout de ma 2e année où j'ai dû rentrer pendant quelques temps en France, et du coup ça m'a fait redémarrer à zéro. Ça fait 10 ans que j'habite au Japon, et juste parce que au bout de la 2e année j'ai eu cette petite couille, j'ai dû reprendre à zéro, donc là il me reste encore 2 ans à faire pour avoir mon visa permanent qui me permettra de pouvoir rester à vie au Japon et de faire vraiment le travail que je veux. C'est à ce moment là que je vais pouvoir peut-être créer ma société. Et du coup, dernière question avant que je vous amène au dernier endroit que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est une question de Christophe Dupuis qui me dit: encore une vidéo de qualité, comme d'hab, merci beaucoup. Comment vous vous êtes rencontrés, Tev, Louis et toi? Alors ça c'est une histoire qui est assez drôle. J'en avais déjà un tout petit peu parlé, je sais plus si c'était en vidéo, je sais plus si c'était en story Instagram ou même pendant un live Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram. Alors en gros ça a commencé l'année dernière, c'était en juillet je crois, c'est à peu près dans ces eaux là. J'avais vu sur Twitter un tweet de Louis qui expliquait qu'il avait besoin d'un photographe pour prendre des photos de lui sur Tokyo pour une sponsor, quelque chose comme ça. Et moi je vois le tweet passer et je me dis ouais ça peut être intéressant. Le souci étant que je ne suis pas photographe professionnel. Je prends des photos qui sont cool, mais c'est pas mon métier de base. Du coup à ce moment là je me suis dit voilà, Louis il a certainement envie d'un photographe vraiment professionnel dont c'est le métier, donc je me suis pas senti concerné par le tweet. Sauf que peut-être le lendemain j'ai un pote à moi qui m'a retagué sur le tweet en me disant hey Mitsu, ça peut t'intéresser. Et du coup j'y ai réfléchi, je me suis dit finalement ça me coûte rien d'envoyer juste un mail en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai envoyé un mail à Louis en lui envoyant quelques photos que j'avais prises, en lui expliquant un petit peu qui j'étais, en me présentant tout simplement, mais vraiment en me disant que de toute façon il me répondrait pas parce qu'il voudrait certainement un photographe professionnel. Sauf que 2-3 jours plus tard je reçois un mail de Louis qui me dit: salut Mitsu, écoute j'ai vu tes photos, j'ai vu ta présentation, ça m'intéresse, vas-y on se rencontre sur Tokyo, on va faire des photos ensemble. C'était incroyable pour moi. Louis-san qui me répondait et qui me disait vas-y on va passer une journée ensemble à faire des photos. Et du coup c'est ce qui s'est passé. On s'est rencontrés du coup sur Tokyo. On a passé toute la journée à prendre des photos, on a voyagé un peu dans tout Tokyo et tout, c'était vachement cool comme journée. Et du coup, grâce à cette journée, on a pu apprendre un petit peu à se connaître. Et en apprenant à se connaître, du coup, Louis s'est rendu compte que je faisais aussi de la vidéo, tout ça. Et il m'a dit, mec, si en plus de la photo, tu peux faire de la vidéo, en plus tu parles japonais, vas-y, il faut qu'on fasse des vidéos ensemble en fait. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai commencé à faire des vidéos avec Louis. Donc la première, c'était la vidéo sur les tatouages. Et du coup, ça en revient à comment j'ai rencontré Tev, parce que pour faire la vidéo sur les tatouages, j'ai dû aller jusqu'à ici, Japon. Et du coup, sur place, Louis m'a présenté Tev, avec qui je me suis très bien entendu aussi tout de suite. Et du coup, Tev m'a dit écoute, tu fais des vidéos avec Louis, ça a l'air de bien se passer, vas-y, on fait des vidéos ensemble. Et du coup, j'ai fait des vidéos pour Louis, j'ai fait des vidéos pour Tev. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, hein, les deux m'ont dit mec, fais des vidéos pour nous, fais des vidéos pour toi maintenant. Lance ta chaîne YouTube. Et je me suis dit allez, c'est parti. En vrai, j'ai hésité au départ. J'ai vraiment hésité, j'avais pas confiance en fait dans mes propres vidéos. Autant j'avais de la confiance dans le fait de faire des vidéos pour des gens, mais pour mes vidéos personnelles, je savais pas si j'allais avoir les bonnes idées, je savais pas s'il allait y avoir du public. En
fait ils m'ont prouvé que j'avais tort, parce que voilà, là ça fait 1 mois et demi que je suis sur YouTube, vous êtes là en train de me regarder, j'ai déjà 30 000 abonnés, mais c'est dingue ce qui se passe en fait. Comme quoi, juste un tweet, il a suffi d'un tweet pour que je me retrouve là devant 30 000 personnes à raconter ma life sur YouTube. La vie c'est dingue. Donc voilà, pour répondre à ta question, voilà comment j'ai rencontré Louis et Tev. Et bah écoutez, il était très bon ce café. Donc encore une fois, Lisette, c'est près de la gare de Futakotamagawa. N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers le dernier endroit de la journée pour répondre à vos dernières questions. Et celui-là, vous allez voir, il est un petit peu spécial. Voilà, pour notre dernière destination, on est dans un Starbucks. Mais c'est pas n'importe quel Starbucks, c'est un Starbucks qui est donc à Futakotamagawa. En fait, vous avez une petite colline, c'est celle que vous avez vue dans les images que je vous ai montrées. Et c'est vraiment juste le petit clin d'œil du, si vous montez jusqu'en haut, vous avez la petite surprise du petit Starbucks qui vous attend. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je viens assez souvent ici et je voulais vous le montrer en vidéo. Donc sur ce, écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va terminer les questions. Il en reste à peu près 5 ou 6, je crois. Donc c'est parti. Donc la prochaine question nous vient de Delphine Latrèche qui nous dit: ce format de vidéo régulier est super intéressant, merci beaucoup. Perso, je me demandais si tu savais écrire aussi le japonais, et j'imagine que ça ne devait pas être facile au début, rien que pour remplir des formulaires ou des papiers divers. Comment tu t'en es sorti? Alors oui, il faut savoir que moi même avant de parler japonais, j'avais appris à écrire le japonais. C'était une passion que j'avais. J'ai commencé à écrire mes hiragana, mes katakana quand j'avais à peu près 10-11 ans je crois. J'ai appris mes kanji directement derrière, et c'est après en apprenant vraiment, en commençant à bien parler japonais, que du coup j'ai vraiment fait la liaison entre les deux. Du coup aujourd'hui oui, je sais autant écrire que lire que parler le japonais. Et pour ce qui est des papiers administratifs, j'ai jamais eu vraiment de soucis pour les papiers administratifs en particulier. Le souci que j'ai eu, par contre, petite anecdote, c'est que mon nom complet, il a un rallonge. Et ça, les japonais, eux, ils ont juste un nom de famille et un prénom, rien de plus. Nous, vous savez, en France, on a le nom, le prénom, et après on a des noms en plus. On peut avoir 4-5 prénoms en fait. Et moi, le mien, il est vraiment très très long, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas assez de cases dans les formulaires au Japon pour écrire mon nom en entier, et à chaque fois, c'est un bordel pas possible. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, je sais écrire le japonais autant que je sais le parler et que je sais le lire. Et pour les formulaires, c'est le bordel au Japon. Tout ce que j'ai à dire. J'en ferai une vidéo, je pense. Donc ensuite, prochaine question, elle nous vient de Océane qui nous dit: je trouve que le format est vraiment très intéressant pour en apprendre plus sur toi et la vie au Japon. Bah écoute, ça me fait super plaisir, merci beaucoup encore une fois. Petite question, en tant que touriste, combien de temps on peut rester pour pouvoir profiter vraiment du Japon? Est-ce que ta question c'est combien de temps tu peux rester? Parce que dans ce cas là c'est simple, hein. Si t'es française c'est 3 mois, si t'es suisse ou belge c'est 6 mois. Mais je pense que ta question c'était plutôt combien de temps il faut rester pour pouvoir vraiment en profiter. Enfin moi c'est comme ça que j'ai compris ta question. Ça va vraiment dépendre de tout ce que toi t'as envie de faire en fait, s'il y a que Tokyo qui t'intéresse, si t'as vraiment envie de voyager un peu partout. Mais je pense que venir une semaine c'est pas assez. Tu vas rester sur ta faim quelque part. Tu vas te dire merde, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire. Au moins 2-3 semaines, là tu commences vraiment à bien profiter de ton voyage en fait. Mais dis-toi bien que même en 3 semaines, tu n'auras pas l'occasion de tout faire. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'endroits à visiter, tu pourras pas tout faire. Mais tu seras quand même content de ton voyage au bout de 3 semaines parce que tu auras pu faire beaucoup de choses quand même. Donc voilà, pour répondre à ta question, essaye de venir 2-3 semaines, c'est déjà pas mal. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Ikora. Super comme d'hab, j'adore toujours ce que tu fais et ce format est clairement génial. Et merci, vous me régalez, vous me régalez. Je dois venir vivre si tout se passe bien au Japon l'année prochaine. Super. J'ai toujours une petite appréhension sur le fait de trouver un appartement là-bas. Est-ce difficile de trouver un appartement Gaikokujin ou pas? Je pense qu'au départ, tu vas peut-être pas forcément te prendre un appartement tout de suite. Tu vas peut-être aller dans ce qu'on appelle des guest house. C'est des endroits où tu fais une coloc en fait avec des Japonais ou des étrangers. C'est des endroits qui sont pas chers. Tout ce qui est électricité, eau, gaz, internet, tout est compris en fait. C'est-à-dire que tu payes juste ton loyer, tout est compris. Donc ça c'est super intéressant quand tu viens au Japon. Et vraiment si tu décides de rester plus longtemps, tu vas pouvoir commencer à essayer de faire des démarches pour un appartement. Est-ce que c'est difficile pour un Gaikokujin? Moi comme j'ai déjà dit, j'ai jamais eu de soucis pour trouver un appartement. Mais par contre je sais que ça peut poser des problèmes. Je connais des Gaikokujin, des étrangers donc qui ont eu des soucis pour trouver un appartement. Donc je vais pas te dire que non, parce que moi je l'ai pas eu, mais voilà, ça existe. Est-ce que c'est difficile ou pas? Je pense que de plus en plus ça l'est de moins en moins. De plus en plus ça l'est de moins en moins. Maintenant en fait tu peux trouver des sites sur internet pour chercher des appartements. Donc c'est des sites de recherche d'appartements pour Gaikokujin. Quand tu cherches sur ces sites là, tu tombes forcément sur des appartements où tu seras accepté même en étant Gaikokujin. En fait c'est un faux souci maintenant. En cherchant bien tu trouves forcément des appartements même si t'es Gaikokujin ou pas. Mais pour en revenir à ta question, voilà, je pense que toi quand tu vas arriver c'est mieux que tu te bases sur une share house ou une guest house au début, que tu commences à chercher un vrai appartement plus tard si tu décides vraiment de rester au Japon plus longtemps que ça. Voilà. Donc ensuite prochaine question elle nous vient de Yfood. Yfood. J'ai compris la vanne.
Il y a une question qui me taraude énormément, est-ce que c'est compliqué de manger sans gluten au Japon? C'est vraiment la seule chose qui me bloque mon voyage actuellement. Alors j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps avec Tev où on mangeait vegan, et donc on a été surpris de voir qu'il y a de plus en plus de restaurants vegan, et tous les restaurants vegan, enfin peut-être pas tous, mais la plupart des restaurants vegan sont des restaurants où on peut manger sans gluten en fait. Enfin c'est ce que nous on a vu dans les restaurants où on est allé dans tous les cas. Forcément ça va être compliqué dans le sens où tu pourras vraiment pas aller partout, parce que les Japonais ils font pas attention à tout ça, mais par contre tu trouves de plus en plus d'endroits sans gluten, des endroits vegan, des endroits végétariens, etc. C'est vraiment quelque chose qui commence à exploser un peu à Tokyo, donc je pense que tu trouveras ton bonheur. Mais il faut quand même que tu gardes en tête que dès que tu vas vouloir aller manger avec des amis, si eux ils ont pas le même régime que toi, ça va être un petit peu compliqué parce que la plupart des restaurants, la plupart des endroits où tu vas aller, ils ne sont pas du tout comme ça. C'est-à-dire que dans un restaurant normal, tu pourras pas demander du sans gluten. Donc pour répondre à ta question, oui, il y en a de plus en plus. Si tu cherches bien, t'en trouveras, mais c'est quand même une minorité parmi la masse de restaurants qu'il y a à Tokyo. Voilà. Donc du coup la prochaine question nous vient de Mebaya qui nous dit: Coucou Mitsu, j'adore ta chaîne, je suis impatiente à chaque attente d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup. J'ai une question pour ta prochaine FAQ. On y est. Est-ce qu'au Japon la colocation est-elle autant populaire qu'en Europe, ou bien ça ne se fait pas du tout culturellement parce que les logements sont trop petits? Je pense que c'est pas autant populaire que ce qu'on peut avoir en France ou en Europe, parce que c'est vrai qu'en Europe voilà la colocation c'est vraiment quelque chose, je pense que tout le monde est déjà passé par là, ou alors la plupart des gens sont déjà passés par là. Au Japon c'est peut-être pas autant populaire mais ça existe. C'est que moi la plupart de mes amis quand ils étaient plus jeunes, quand ils ont commencé à avoir leur premier travail ou quand ils étaient encore à la fac, ils faisaient de la colocation en fait. Et même les share house et les guest house, il faut savoir qu'on y trouve beaucoup de Japonais aussi, hein. Il n'y a pas que des étrangers qui vont dans les guest house et les share house. Non, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui... est-ce que c'est autant populaire qu'en Europe? Je ne pense pas, mais ça existe, et si vous avez envie de vous faire une share house avec des amis au Japon, vous n'aurez aucun souci pour la faire dans tous les cas. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, il y en a au Japon. Est-ce que c'est plus populaire ou pas? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça existe. Et du coup maintenant on arrive à la dernière question de la journée qui est posée par Lyon 2. Lyon de quoi? Je te pose la question. Penses-tu revenir en France un jour, ou ta vie est-elle complètement au Japon? Alors, je pense que je suis incapable de retourner en France. C'est-à-dire que je peux aller en France pour voyager, je peux aller en France pour voir ma mère, je peux aller en France pour voir mon petit frère, je peux aller en France pour voir des amis, mais vivre en France, je pense que je pourrais pas. Il faut comprendre que moi je suis venu au Japon quand j'avais 19 ans, encore une fois. J'ai grandi ici, je suis devenu un adulte ici. Maintenant j'ai des amis ici, j'ai mon travail ici, j'ai mon appartement ici, j'ai toute ma vie qui est ici. Et finalement, en fait, toute cette période où je me suis développé en tant qu'adulte, je l'ai vécu à Tokyo. Déjà quand j'habitais en France, je me sentais pas très bien, je me sentais pas beaucoup chez moi. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis tellement habitué au Japon que je serais incapable de retourner vivre en France en fait. Donc pour répondre simplement à ta question, oui, ma vie elle sera au Japon et je me vois vraiment pas vivre ailleurs. Par contre, je m'autorise à pouvoir peut-être aller dans d'autres pays. Moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'avoir ma base au Japon, d'avoir par exemple ma maison principale au Japon si vous voulez, et avec le travail, parfois partir à l'étranger, partir plusieurs mois, je sais pas, aux États-Unis, ou plusieurs mois en Europe, ou en Afrique, ou n'importe où en fait. J'ai envie de voyager un petit peu partout, mais je pense que ma maison, là où je vais rentrer après tous ces voyages, cette maison-là, elle sera au Japon, elle sera pas en France. C'est quelque chose de compliqué parce que j'ai quand même ma mère qui est en France, j'ai mon petit frère qui est en France. C'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, encore aujourd'hui. Hein. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que je serais incapable maintenant de vivre autre part tout simplement. Donc voilà, pour répondre à ta question, je me sens très bien au Japon et malheureusement non, je ne pense pas retourner vivre en France. Yo, c'est donc ici que se termine cette vidéo. Donc vous avez remarqué, je suis revenu dans mon studio. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé jusqu'à la rivière pour faire la fin de la vidéo. Sauf qu'il y avait tellement de vent que le plan est totalement inutilisable, malheureusement. C'était sûr! Sur ce, merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que toutes les réponses que je vous en donné vous serviront. Et si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre le mois prochain. Sur ce, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, le partage. S'il vous plaît, partagez les vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu.